Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Comme vous le voyez, là, on est en direct, nouveau plateau, nouveau concept, nouvelle émission sur GPTV. D'ailleurs, il y a le hashtag GPTV. N'hésitez pas à le mettre en top tweet. On vous amène, comme toujours, le meilleur des plateaux. Et aujourd'hui, j'ai voulu avoir celui que vous aimez tous, notre ami Pierre Hilard, essayiste, intellectuel. Il a écrit Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine chez Culture et Racine, un titre très long, hein, comme toujours avec Pierre Hilard. Comment ça va, cher Pierre? Écoutez, ça va et merci de m'inviter donc pour pouvoir discuter avec les personnes présentes. Je suis toujours très content de vous recevoir, Pierre, parce qu'on a toujours des belles discussions ensemble. Écoutez, j'espère qu'elles vont continuer. Oui, elles continuent. Il n'y a pas de raison qu'elles ne continuent pas. Hein. J'espère aussi. Voilà, donc Pierre Hilard en direct avec nous, à ses côtés Alain Pascal, essayiste aussi. Son dernier, d'ailleurs, vous avez amené vos deux bouquins là à côté. Hein, L'intelligence du christianisme aux éditions du Verbe Haut, tome 1 et tome 2. Montrez le tome 2, voilà le tome 2. Édition du Verbe Haut chez notre ami Sylvain Durin. Il faut soutenir cette petite maison d'édition, mais qui va devenir bientôt grande. Comment allez-vous, cher Alain Pascal? Très bien, merci de votre invitation aussi. Et je dis toujours, amis croisés, bonjour. Et si tout le monde n'est pas croisé, j'invite tout le monde à considérer que nous sommes sur le même bateau. Les croisés et les non croisés. Donc j'espère que tout le monde finira croisé. Mais même j'ai l'habitude de m'adresser aux païens. Donc une partie de ce premier livre, là, c'est sur toutes les traditions païennes, oui. Et ce qui peut être retenu, ce qui peut être compatible avec le christianisme. Et ça, c'est évidemment l'histoire du christianisme. Donc voilà, amis croisés. Très bien. Amis croisés, voilà. Un petit peu de promo pour la journée des amis d'Alain Pascal. En plus, vous avez beaucoup d'amis, je remarque. Le 23 mars 2024, de 14h30 à 19h, au Colisée Wagram, là, c'est toujours le même endroit d'ailleurs. C'est le même endroit, voilà. C'est un restaurant sympathique et il y a un verre de l'amitié. Et des gens qui pensent bien d'ailleurs. L'entrée, on peut discuter, parole est libre, et c'est très sympathique de se retrouver. Alors il y a des auteurs différents, on n'est pas tous d'accord sur tout, mais on est quand même tous solidaires. Voilà. Allez-y, moi j'y suis allé l'année dernière, on y pense bien et c'est très sympa d'ailleurs. Je vous dis, vous avez beaucoup d'amis. Je donne juste 2-3 noms. Allez-y, donnez les noms. Alors il y aura évidemment un certain Pierre Hilard. Pierre Hilard, évidemment. Adrien Abosi, j'imagine. Adrien Abosi, François-Xavier Consoli, qu'on connaît très peu, bien. Et qui est un jeune. Qu'on a reçu ici. C'est excellent. Sylvain Durin, puis Marc Obregon, qui est un romancier. On va découvrir. Vous allez découvrir. Et puis j'attends des réponses, mais j'aurai probablement de Sturel, de Rimbaud. C'est la surprise. Voilà. Jean-Noël Toubon, enfin, il y a un certain nombre d'auteurs. Notre ami Jean-Maxime Corneille, analyste, il a traduit le dernier livre de Steve Piesnik, Talks. Très beau livre. Comment ça va? Mal le prononcer. Il a mis sa cravate, il a mis les boutons de manchette, la chemise blanche. Exactement. Il est classe. D'ailleurs, j'ai mis les deux costumes à côté, l'un à côté de l'autre. Ami de la cravate, bonjour. Comment ça va? L'attribut français. Et oui, en effet, c'est bon de rappeler pour filer la métaphore que sur un bateau, tout le monde est marin. À la différence justement de l'armée de terre où sur un bateau, tout le monde est responsable de la sûreté du navire. C'est bien de le rappeler pour filer la métaphore. Voilà. Merci cher Jean-Maxime. Et évidemment, l'irremplaçable Philippe Béchade, rédacteur en chef de la chronique Agora, président des Éconoclastes. Ton dernier livre, Fake News, regardez. Fake News qui est excellentissime livre. Je le conseille à tous et nous aurons droit aujourd'hui à une chronique, je ne sais pas de quoi vous allez parler, mais j'imagine que ça va nous plaire. Oui. Je vais commencer par une petite anecdote rigolote. Puisqu'on parlait de bateaux, de navires, n'oublions pas que le Titanic a été conçu par les meilleurs ingénieurs et l'Arche de Noé par des amateurs. Voilà. Bien. Alors, je pense que nous sommes peut-être un petit peu des amateurs. Alors, la chronique, on la fera après l'interview impertinente. Voilà, ne vous inquiétez pas. Merci, cher Philippe. Donc, l'interview impertinente avec Pierre Hilard. On va parler de mondialisme, parce que c'est ça le truc, le mondialisme, Great Reset, le nouvel ordre mondial de 2024. On va parler de tout ça, tous ensemble. Mais d'ailleurs, je voulais
avoir quelques mots sur votre dernier livre, la géopolitique de la mystique des Russes, des Romanov à Vladimir Poutine, chez Culture et Racines. Vous attaquez quand même, vous êtes très transgressif, vous attaquez quand même un sujet compliqué, puisque là vous attaquez aussi à Poutine, et votre public, j'imagine, a dû être désarçonné. Alors d'abord, j'ai voulu faire une étude longue de l'histoire russe. Pour comprendre une personne, il faut toujours remonter à son enfance. Pour comprendre un pays, il faut remonter à ses racines. Et donc j'ai commencé avec le fameux baptême de Vladimir en 988. Et j'ai donc avec ensuite les invasions vikings qui donnent la dynastie Riorikide jusqu'au XVe siècle. Et puis ensuite, il y a la dynastie Romanov, 1613 avec Michel, le tsar Michel. Dynastie des Romanov jusqu'en 1917, la période communiste, et ensuite l'après 1990 avec Helsinki et ensuite Poutine. Et le titre, c'est les permanences de la géopolitique et de la mystique russe. Et ce qui m'a toujours frappé à partir de pièces d'archives, parce qu'évidemment, il faut toujours travailler avec des documents qui reposent sur des études sérieuses, entre autres des documents russes émanant de l'Institut Warburg, qui est vraiment absolument extraordinaire. Et ce qui m'a frappé dans l'histoire russe, c'est constamment des référents ésotériques. Constamment. Que ça soit de quelle sorte? Alors, ésotérique, et alors en référence, alors c'est variable au cours des siècles. Lorsqu'on lit par exemple Solzhenitsyn de siècle ensemble, vous avez par exemple à la fin du XVe siècle la fameuse hérésie des judaïsants, c'est l'expression où toute l'élite russe, une bonne partie de l'élite russe, a plongé dans une forme de judaïsme. Même les dirigeants religieux avaient pris des prénoms juifs comme Abraham. Et en fait, on voit ça même bien avant, puisque vous avez des influences gnostiques. Avec, entre autres, vous avez aussi John Dee, qui était le diplomate et, comment dire, sorcier, entre guillemets, de la reine Élisabeth Ier. En fait, c'est ça qui m'a toujours frappé, et c'est une permanence, que ce soit régime tsariste, même à l'époque communiste, officiellement athée, il y a une marque ésotérique. Quand on regarde le mausolée de Lénine, en fait, il est pyramidal et il s'inspire de l'hôtel de Pergame, qui est un monument antique à la fin du XIXe siècle, enfin qui a été découvert par les Allemands en Turquie, l'Empire ottoman à l'époque, et qui ressemble étrangement, donc forme pyramidale, et qui dans l'Apocalypse de Saint Jean est appelé le trône de Satan. Et donc c'est amusant qu'un Lénine, mort bientôt un siècle, le 21 janvier 1924, était enterré dans un mausolée s'inspirant de l'autel de Satan qu'on retrouve dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et en particulier, avant la période, j'aurais dû le préciser, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'importance de la maçonnerie dans l'histoire russe. Il faut savoir que ce sont les Anglais qui ont introduit la maçonnerie vers les années 1730 en Russie, et que les Russes ensuite l'ont comment on dit, fortifié. Et le phénomène a duré avec des ruptures et des reprises. Et cette maçonnerie a été rétablie sous la période de Helsinki en 1995. Et elle prospère puisque, par exemple, en 2017, pour le tricentenaire de la maçonnerie anglaise, créée donc en 1717, et le patron jusqu'à une époque récente, c'était le cousin d'Élisabeth II, le duc de Kent. En 2017, il a invité son homologue russe, Bogdanov, et d'ailleurs j'ai mis les annexes en couleur. Et donc, à partir de cet arrière-fond, j'ai voulu voir ensuite les conséquences politiques économique sur l'évolution du pays. Et là, effectivement, on a un aperçu de la Russie complètement différent des versions. C'est-à-dire que quoi? On se actuelles. dirige avec aussi un mondialisme version russe? Alors, il y a une version russe, une version multipolaire. Les élites russes s'opposent au modèle anglo-saxon, mais en fait à une frange du monde anglo-saxon, les Biden, les Obama, etc. En revanche, il y a une autre frange du monde anglo-saxon avec Trump, qui lui est favorable au monde multipolaire. Et d'ailleurs, c'est révélateur parce que dans les locaux de la Maison-Blanche, plus exactement dans le bureau de Trump, vous aviez un portrait d'un président des États-Unis, Andrew Jackson, qui a été président des États-Unis dans les années 1830, qui était auparavant grand maître à la loge de Tennessee, dans les années 1820. Et il y a une bagarre à mort entre le président Andrew Jackson, donc les années 1830, et la City de Londres, qui voulait créer une Fed avant l'heure, qui ne verra le jour qu'en 1913. Et Andrew Jackson a réussi à empêcher la mainmise
de la City de Londres à l'époque, et il a tellement réussi qu'il a demandé et obtenu que sur sa tombe, on mette « J'ai tué la banque », pour vous dire comme il était hargneux, le bonhomme. Et en fait, c'est très intéressant de voir que Trump est dans la continuité d'Andrew Jackson, en lien avec les Lubavitch, amis avec la branche russe entourant Poutine. Et là, vous avez des bagarres, avec ensuite des répercussions d'ordre politique, énergétique, financière. Mais ça veut dire qu'en fait, que malheureusement, le monde dans son ensemble est un monde mondialiste et qu'en fait, il n'y a plus d'espoir. Alors, c'est ça que vous vendez. Plus d'espoir, la roue tourne. Et sur Terre, rien n'est acquis, n'est éternel. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans un pessimisme noir. Mais disons que pour le moment, il mène la danse. Il mène la danse. Il mène la danse. Donc du coup, est-ce que l'année 2024 sera celle de l'implantation de ce fameux Great Reset? Alors déjà, il faut rappeler que cette expression Great Reset, c'est la version kabbalistique du Tikkun Olam, qui veut dire littéralement la réparation du monde. Et d'ailleurs, vous avez cette expression, enfin Great Reset, sur la couverture, alors The Economist of Time, qui date de 2021-22, vous avez la planète Terre avec un échafaudage accolé à la planète Terre et qui est réparé. Et à côté, vous avez Klaus Schwab. Et donc, en fait, ce à quoi on assiste, c'est une réparation du monde avec des normes, mais avec des bagarres sur le type d'organisation, pas sur la finalité. Version unipolaire, version multipolaire, et le type de spiritualité animant cet idéal, entre guillemets, de mondialisme. Et il y a une chose qui va jouer, c'est que vous avez, là je n'apprends rien, une bagarre à mort entre la faction unipolaire de Biden et l'autre multipolaire de Trump. Et les élections américaines, c'est novembre 2024. Je pense qu'il va se passer certaines choses avant 2024, enfin novembre 2024. Quelle chose, par exemple? Je n'arrive pas à voir... Si vous avez une idée, je sais que vous avez une idée. La frange Biden, enfin, en fait Biden, ceux qui sont derrière, hein, les Blinken et compagnie, je les vois difficilement accepter une victoire de Trump. Et donc, peut-être, c'est une supposition, je ne m'amuserai pas à l'affirmer, qu'ils utiliseraient peut-être certaines méthodes pour que les choses prennent un autre cours avant novembre 2024. Après... C'est-à-dire quoi? On aura un peu la même triche qu'a eu en 2020? Vous savez... je crois que dans ces milieux-là, il faut s'attendre à tout. Tout est possible, tout est permis. Et voyez-vous, j'ai fait une préface d'un bouquin consacré à Jacob Frank, grâce à un auteur polonais qui s'appelait Kraus-Haar, c'est aux éditions Ethos. Et en fait, ces gens-là, ces élites, sont imprégnés de l'idéal du chaos, qu'on retrouve d'ailleurs dans le monde russe, hein, entre autres avec Douguine, avec l'étoile à 8 branches du parti eurasien de Douguine, qui est toujours valable en 2024, qui est l'étoile du chaos qui s'appelle le sigil. Et donc, chez ces gens-là, il faut accélérer le chaos pour aboutir, selon eux, à un autre monde meilleur, ordo ab chaos. Et donc, je suis attentif et je crains certains éléments. Après... Mais aujourd'hui, c'est quoi la différence entre la mondialisation d'un Trump multipolaire et la mondialisation d'un Biden unipolaire aujourd'hui? Vous avez dans les années 1920-1930 une personne qui s'appelait, qui était à la tête d'un institut qui s'appelait le Lucy Trust, et qui disait le monde doit être unifié dans ses régions avant d'être unifié en une seule entité. En fait, vous avez deux branches. Il y a ceux qui veulent le monde unipolaire, une faction, le monde anglo-saxon, Biden, Trump, Obama, etc. Puis une autre branche qui veut une méthode progressive, c'est-à-dire la mise en place de blocs continentaux, Union européenne, Union africaine, Union nord-américaine, Union eurasienne. Et d'ailleurs, Poutine le souhaite. Dans mon livre Les Permanents, j'ai mis le texte rédigé par Poutine, paru dans Izvestia, où il dit qu'il faut mettre en place, je le cite, une Union eurasienne supranationale. Et en fait, il y a cet objectif qui a été déjà annoncé en plus dans la revue The Economist en 1990 ou 91, avec des blocs continentaux, Eurasia, Estasia, qui ressemblent terriblement... C'est 1984. 1984. Et l'humour anglais vise là, mais ça, c'est assez naturel chez eux, c'est de donc présenter cette carte avec une expression latine. Cette carte est à peine sérieuse.
C'est-à-dire, on présente la chose, c'est vraiment du n'importe quoi, alors c'est ça qu'ils veulent. Alors, que les frontières varient un peu dans la mise en place de ces blocs, ça d'accord, mais c'est ça qu'ils veulent. Mais il y a un partage du gâteau, avec donc des intérêts matériels, financiers, énergétiques, etc., mais aussi des intérêts d'ordre spirituel, et là, ils se tapent entre eux. Ne jamais oublier que le mondialisme, c'est d'abord avant tout un messianisme. D'abord. Avec ensuite des répercussions matérielles, techniques. Oui, parce que là, on va avoir, on va dire, la monnaie numérique. Ça arrive très bientôt. Ça a déjà démarré pour la Russie et la Chine. Ça a déjà démarré, et ça peut-être bientôt avec l'Europe. Oui. On va avoir aussi la fin de la propriété privée parce que les taxes foncières, on le voit avec les taxes foncières, on le voit avec les mesures écologiques. On peut dire que 2024, c'est vraiment l'année 1 de ce commencement, là, de ce Great Reset. Alors, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est qu'il faut toujours connaître un peu les documents du passé. À ma connaissance, le premier document, enfin, les premiers livres appelant à la mise en place d'une gouvernance mondiale, c'est 1516, Utopia, Thomas More. Mais vous avez Campanella, vous avez différents auteurs, puis ensuite Huxley, etc. Mais vous avez, ça je suis content de l'avoir publié, parce que comme par hasard, les versions actuelles avaient été caviardées. Vous avez les travaux du révolutionnaire Klotz. Qui a écrit 2 ouvrages, 1792 et 1793, et les passages clés dans les versions actuelles ont été supprimés. Et lorsque j'ai lu les originaux, je me suis fait un devoir de publier les textes intacts, et ça a été publié aux éditions Omnia Veritas, les 2 ouvrages en un, où il dit qu'il faut mettre en place, alors il ne dit pas une gouvernance mondiale, mais une république universelle avec des blocs continentaux. Où il dit et l'Europe, et l'Amérique, et l'Afrique, et l'Asie, dans la vaste cité heureuse de Philadelphie, avec le fond ésotérique qui va avec. Et on voit ce projet perdurer, entre autres, avec le fondateur de la Pan-Europe, Richard de Coudenhove-Kalergi, qui est mort en 1972. Et ça, il faudra en parler, parce que dans le mondialisme, Coudenhove a joué un très grand rôle. Le premier congrès pan-européen de 1926 à Vienne était avec des représentants de l'idéal pan-européen, entre autres des référents ésotériques avec Krishnamurti. Entre autres, qui était liée à Alice Bailey, elle-même liée à la Société fabienne, qui prône un programme de gouvernance mondiale à petits pas, en référence à Fabius Conctator, le romain, le temporisateur. Comment il s'appelle, Richard Coudenhove-Kalergi avait rédigé, alors, il était à la tête, il était docteur en droit, et il avait rédigé un rapport pour la SDN en 1925 pour la mise en place de blocs continentaux qu'il appelait des sections régionales. Et ça a été publié, cet idéal. Le document, je l'ai mis dans l'Atlas du mondialisme. La carte de la gouvernance mondiale avec des blocs continentaux, c'est dans la bibliothèque des États-Unis d'ailleurs, le document. C'est dans mon livre Atlas avec des blocs. Et la Russie de Staline a bloqué dans cette histoire. Elle n'a pas voulu. Et c'est intéressant parce que le mondialisme est une famille désunie. Et Coudenhove, je le citais, il faut s'y intéresser parce qu'il a rallié à lui de nombreuses personnes. Je vais vous donner un exemple. Vous avez la maison mère, la Pan-Europe, mais avec des subdivisions nationales, Pan-Europe France, Pan-Europe Allemagne, Italie, etc. Et dans les années 60, la branche française, la Pan-Europe France, avait un trésorier qui s'appelait Georges Pompidou. Pour vous dire que ça joue. Et parmi d'autres membres de la Pan-Europe France, vous aviez un certain Raymond Barre, qui lui-même se retrouvait en 1984, dans le cadre de Davos, directeur d'un institut pour accélérer l'organisation financière du monde. Et dont les personnes qui dirigeaient, il y avait Pierre-Elliott Trudeau, il y avait le Tittmeyer, le ministre des Finances allemand des années 80. Enfin, en fait, ce sont des connexions. Et la Pan-Europe, entre autres, a joué un très grand rôle dans la mise en place des textes européens, la Charte des lois régionales, la Convention cadre pour la protection des minorités. C'est la Pan-Europe, en lien avec d'autres factions. Voilà. Donc, bien comprendre que le mondialisme, c'est un monde divers, avec une finalité à petite ou grande vitesse, un monde unifié, et avec une élite, et puis une masse déracinée. Et ça, j'insiste là-dessus, le déracinement. C'est si vrai quand vous regardez la carte de la France en 1789. À l'origine, ce n'était pas en département, c'était en carré. D'ailleurs, j'avais publié ça sur la couverture de mon livre Atlas du mondialisme. Et ensuite, pour des raisons d'ordre pratique, montagne, rivière, ils ont dû un peu arrondir les angles. Et c'est très intéressant. Et le même Klotz, quand il part de mettre en place cette gouvernance mondiale, enfin République universelle, il dit qu'il faut mettre cette République universelle, je le cite,
en 1000 cases départementales, technostructures, déracinées. C'est-à-dire que quoi? Donc, pour vous dire que le mondialisme, c'est un phénomène en fait vieux comme l'humanité. Mais est-ce que le mondialisme aussi, c'est l'enfant de la République des Lumières? Le mondialisme, il a commencé avec le non serviam de Lucifer, si je veux être... voilà. En fait, c'est ça, le mondialisme. C'est quoi? C'est le projet satanique C'est un projet satanique. Vous savez, en 2018, en fait, quand on s'intéresse au mondialisme, il faut s'intéresser au monde germanique, mais au monde anglais. Et le monde anglais, les élites anglaises, à partir surtout du XVIe siècle, il faut lire les ouvrages de Cecil Rhodes, ROTH, qui était professeur à Oxford, qui vous balance des informations qui, évidemment, ne sont pas répercutées dans l'université française. L'université française, on n'y apprend rien, on s'en fout. C'est fait pour. On ne conseille pas. On ne conseille pas. C'est effarant. En fait, le monde anglais, à partir du XVIe siècle, c'est une révolte avec Henri VIII, avec l'anglicanisme, qui se coupe de Rome. Et vous avez la mise en place de groupes ésotériques. Alors déjà, j'ai cité John Dee. John Dee qui était diplomate, alchimiste, ésotérique, et qui va rédiger des ouvrages. Je pense à un ouvrage ésotérique comme le Monas Hieroglyphica, qui se trouvait dans les ouvrages des tsars de l'époque. Et le fils de John Dee, Arthur Dee, qui était comme son père, ésotérique kabbaliste, parce qu'il y a aussi la Kabbale qui joue un très grand rôle. Dugin, d'ailleurs, en parle avec chaleur. Arthur Dee, le fils de John, a été le conseiller du premier tsar des Romanov, Michel, le tsar Michel en 1613. Donc c'est intéressant de voir cette ramification, et le monde anglais a joué un très grand rôle pour la mise en place d'une organisation qui s'appelait, et là je cite, le nom m'échappe, mais l'organisation était appelée, je cite parce que la pièce d'archive existe, le Collège Invisible. Collège Invisible qui précède l'émergence en 1660 de la Royal Society, qui va être dirigée par un Anglais d'origine allemande qui s'appelait Henry Oldenburg, et qui va être à l'origine, Royal Society, qui va être entre autres dirigée par Newton, et qui sera en contact intime avec le tsar Pierre le Grand, pour montrer les connexions. Et cette Royal Society va donner naissance en 1717 à la franc-maçonnerie. Donc pour montrer qu'il y a de longues racines. Justement, vous regardez Dugin, dont vous avez parlé tout à l'heure, là. D'autres pensent que Dugin est plutôt un saint homme. J'ai vu d'ailleurs sur Twitter des échanges de certains comptes contre vous en disant oui, je laissais pourquoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Pierre Hillard dit des choses sur Dugin. Écoutez, il y a une chose. D'abord, quand on étudie quelque chose, on ne fait pas de morale. La première chose, on voit les faits. Surtout, on cherche à avoir la certitude que les documents sont solides. Dugin a toujours, d'abord, sa jeunesse, il est imprégné, adolescence et jeune homme, imprégné de documents mélangeant orthodoxie, mais aussi les travaux de Mamleyev, qui était professeur de philosophie hindoue à Moscou, de Golovin, plongé dans l'ésotérisme. Il est très imprégné aussi, Dugin, de tout ce qui est Guénon, René Guénon, Julius Evola. Et on peut changer. On peut s'appuyer sur ces documents, ces référents et changer. Il n'a jamais changé. Il a participé dans les années 90 à des cérémonies avec des croix tournantes en lisant du Aleister Crowley, qui était un sataniste pur jus, et Aleister Crowley, qui était très copain avec, au début, parce qu'ils ont cassé, Austin Osman Spare, qui était à l'origine de la création de l'étoile à 8 branches que j'ai citée, le sigil, l'étoile du chaos, qui était reprise. Donc cette étoile part Dugin. Et je dis ça parce que Dugin a continué, par exemple, à faire la promotion. Ah oui, et donc il lisait du Crowley lors de cette cérémonie des années 1997 dans ces eaux-là, avec les croix tournantes. Et Crowley, c'est le satanisme à l'état pur. Et le Crowley a joué un très grand rôle, puisque, pour la petite histoire, mais ça, c'est dans mon livre Les Permanences, lorsque vous avez eu Rudolf Hess, qui était le dauphin d'Hitler, qui en mai 1941 a été parachuté en Angleterre, il a été arrêté, donc il espérait une alliance entre l'Angleterre et l'Allemagne nazie, et Ian Fleming, l'auteur des James Bond, a envoyé pour la première audition de Crowley. Dites-nous.
eh bien, il a envoyé, de Rudolf Hess, c'est Crowley qui l'a envoyé. Crowley est la première personne à avoir interrogé le dignitaire nazi. Et le même Crowley a joué un très grand rôle dans la diffusion dans les années 60 de tout ce qui est bouddhisme, tibétain, etc. Et c'est si vrai, ça a touché même les Beatles. Quand vous regardez la couverture de Sgt Pepper en haut à gauche, vous avez la photo d'Aleister Crowley. Donc pour vous dire, en fait, le mondialisme, c'est d'abord un tour d'esprit, c'est un messianisme, avec des répercussions mais dans tous les domaines, politiques, financiers, énergétiques, culturels. Ça touche tous les domaines. Et quand vous avez eu, par exemple, pour la volonté de mettre en place une gouvernance mondiale, cette volonté de mettre en place une monnaie unique, vous avez eu la couverture de The Economist de 1988 avec le Phénix. Et soyez prêts pour la monnaie mondiale, etc., vers 2018. Bon, il y a toujours un décalage. Eh bien, ce Phénix, il a été représenté lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. J'ai mis les photos en couleur. Et sous le Phénix des Jeux Olympiques de Londres, vous avez une sorte de sphère avec des pics qui ressemblent étrangement au Covid. Voilà, au virus. Mais on voudrait inventer le truc. Bon, pour vous dire que nos adversaires, quand même, ils laissent des petits cailloux. Et cher Pierre, on est déjà presque 1800 personnes en même temps qui nous regardent. Merci à vous et continuez à regarder, vous partagez à fond. Ma dernière question sur cet entretien impertinent avant l'édito de notre ami Philippe Béchade. Très bien, là on a des constats, on a donné les historiques. Ok, très bien. Mais comment on en sort ? Parce qu'on peut en sortir, on doit en sortir même. Alors d'abord, sur Terre, rien n'est acquis, rien n'est éternel, et nos adversaires, pour ne pas dire nos ennemis, ne contrôlent pas tout. Et j'ai toujours cette expression, l'enfer est divisé contre lui-même. Et je crois qu'à un moment donné, je suis même sûr, que ça va coincer, et dans le désordre, eh bien, ça sera à nous de tirer de profiter de la situation pour essayer de s'en sortir. Et puis c'est toujours dans les événements violents qu'il y a un chef qui émerge. Il ne faut pas se leurrer. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Il faut un chef. Mais quand je dis un chef, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait une autorité naturelle, mais il faut surtout qu'il ait une tournure d'esprit anti-mondialiste. C'est-à-dire qu'il ait parfaitement pigé les causes du mal et le remède à apporter. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut attendre quelqu'un individuellement, on ne peut rien. Alors, il faut impérativement se former. Se former, être absolument hermétique aux propos de nos adversaires. Savoir que la pire des choses, ce n'est pas les personnes pourries. Les pires, ce sont celles qui mélangent le vrai et le faux. Ça, ce sont les pires. Voilà, qui vont présenter certaines choses, des façades intéressantes, et à un moment donné, il y a l'élément qui fait basculer dans le mauvais sens. Donc il faut impérativement se former, faire du sport. Si on peut avoir quelques lance-pierres pour se défendre, ce n'est pas interdit par la loi. Et puis, il faudra un jour se battre. C'est tout. Merci beaucoup, cher Pierre Hilard. Donc là, on va aller à l'édito Infox. Non, comment ça s'appelle déjà votre édito ? Je ne me rappelle même plus. Stop à l'Infox, voilà. Donc on envoie la petite annonce et puis Philippe Béchade, stop à l'Infox. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.